Salam alaikum, Azul Fillaoun. Bonsoir. Deuxième partie de cette couverture spéciale sur le Hirak. Et avec nous pour en parler, Wardia Ben Mamar, secrétaire général de Riposte Internationale, ONG de plus en plus connue sur la place. Wardia Ben Mamar, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, à côté de vous, Brahim Younsi, analyste politique, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci Si Jamel. Bon retour. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous voir assis là. Merci beaucoup. Je C'est pour un Madame court moment. Ben Mamar. Oui. J'apprécie son frère. Ah oui. Ah, beaucoup. Oui. Ah, Habibna. Et je salue. Habibna, il fait un peu amis. partie de votre cercle. Oui, tout à fait. D'intellectuels. Tout à fait. Qui, je salue Karim. Je vais pas dire les qualificatifs que vous lui avez donnés tout à l'heure. Et bien entendu, le grand... L'alter ego de Brahim Younsi, le grand Idil Nouren, voilà, que je salue aussi, ainsi que Karim. Et puis bien sûr les téléspectateurs. Je remercie d'avoir accepté cette invitation. Échec du Hirak, Brahim Younsi, beaucoup de gens parlent de l'échec du Hirak. Est-ce que réellement le Hirak a échoué? Est-ce qu'il s'est abîmé? Est-ce qu'il n'existe plus? Est-ce que ça a été une parenthèse très heureuse qui a fait sortir les Algériens de leur grisaille habituelle, juste pour un temps avant d'y retomber et pour longtemps, puisque nous sommes allés de mal en pis. Nous sommes allés de Bouteflika à Tebboune. Nous sommes allés de Gaït Saleh à Shengariha. Que rien n'a changé au fond dans ce système. Que le Hirak, malgré ses grandes victoires, il a poussé ce régime à devenir anthropophage, à bouffer ses propres enfants. Il y a des centaines de membres du gouvernement, de généraux, de colonels, de ministres qui sont en prison. Donc c'est autant de victoires du Hirak. Mais finalement, est-ce que réellement c'est un échec? Est-ce qu'il s'est arrêté ce Hirak? Certainement pas. Certainement pas. Et nous avons des exemples dans l'histoire. L'histoire nous prouve que les révolutions, les véritables révolutions, ne s'arrêtent pas. Elles continuent. Si on prend par exemple la Révolution française. La Révolution française commence en 1660-1665. Et elle aboutit en 1789. Elle s'est arrêtée entre-temps? Elle a connu des pauses? Il y a eu des révoltes, beaucoup de révoltes. D'accord. Entre 1770 ou 1775, il y a eu 6 000 ou 7 000 révoltes jusqu'à 1789. C'est dire que les révoltes reviennent, les rébellions reviennent. Et puis, toutes les révolutions ont été remises en question et en cause. Napoléon fait son coup d'État, le 18 Brumaire. C'est-à-dire la Première République est morte. Et puis, il se sacre empereur. C'est-à-dire, bon, là, et puis après Napoléon, Bonaparte, c'est la Restauration, en 1804. La Restauration de... Oui, Louis XVIII revient au pouvoir. Philippe qui a connu l'invasion de l'Algérie. Avant Louis-Philippe, c'est Charles X, que nous connaissons bien chez nous, parce qu'il nous colonie. C'est dire que les révolutions... connaissent des étapes, voire même des retours, des coups de frein. Oui, mais après on a de nouveau la République en 1848 en France. Oui. Et puis l'Empire, lui Napoléon le Petit, comme dirait Victor Hugo. Victor Hugo. Oui. Et après vous avez la Troisième République. Pas le seul à l'attaquer de Petit. Et après vous avez la République, la Troisième République, qui a duré 70 ans à peu près. C'est dire que, voilà, il y a eu des flux et des reflux. Si on prend la révolution que vous connaissez bien, la révolution russe, la révolution bolchevique, c'est exactement la même chose. Elle commence vers les 1775 et elle se termine en 1917, en passant par 1905, l'échec de 1905. Oui. C'est dire que les révolutions, il ne faut jamais désespérer. La révolution algérienne. Oui, bien de 1830 à 1954, il y a eu des révolutions qui ont avorté, qui ont fait marche arrière. Absolument, absolument. Pour faire un petit peu, je dirais pas court,
Mais ce que dit Brahim est juste. Pourquoi autant de rébellions dans le continuum historique? C'est parce que les causes qui ont amené ces rébellions géolocalisées, etc., les causes étaient encore ancrées dans la société. Donc il n'y a pas eu de remède. Ça veut dire Il y a les pas eu mêmes de causes qui ont généré... C'est pratiquement les mêmes causes qui reproduisent les mêmes effets. Ça, c'est un. Et puis elles s'inscrivent dans une espèce de continuum historique. Mais l'histoire n'explique pas tout. Pour le Hirak, pour moi, ce que je retiens d'extrêmement positif, c'est pour moi peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas une précaution que je prends, hein, peut-être que c'est l'acte fondateur de la citoyenneté algérienne. Elle n'a pas été accompagnée à la fois les élites politiques et carrément les élites. Et pour moi, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on disait sur le plateau? C'est transgénérationnel, c'est transmilieu social. Hommes-femmes. Hommes-femmes. Jeunes, moins jeunes. Jeunes, moins jeunes. Toutes les régions. Hijab, jean. Donc, on se disait... Riches, pauvres. On se disait qu'il y avait une espèce de lien national qui se créait. Comment vous avez dit, fondation de la citoyenneté algérienne? Oui, c'est oui. ça. Le début. C'est peut-être le début. Mais ce début n'a pas été, si vous voulez, ne s'est pas concrétisé dans les faits, dans le travail que les élites devaient produire, les élites à la fois politiques, intellectuelles, en disant que seule la citoyenneté qui doit accompagner le Hirak, parce que moi je suis intimement convaincu, et je le dis souvent, on ne peut pas construire une nation sur de l'idéologie, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit, peu importe, sur des bases dogmatiques. On ne peut construire une nation que sur la citoyenneté. Ça a été le cas de l'URSS. Oui. Entre autres. C'est sur l'idéologie que l'URSS a été sur fondée. La citoyenneté bien comprise. Et cette citoyenneté passe par quoi? Quand on dit état de droit, il faut donner du contenu politique à l'état de droit. C'est le primat du droit. Nos désaccords, même nos conflits, nous devons apprendre à les gérer. Et seul le tribunal peut restituer le fait qu'on me condamne ou qu'on vous condamne. C'est tout ça qui n'a pas été fait. Mais pour moi, pour résumer le Hirak, pour ne pas rentrer dans les détails, il a abordé les questions historiques, il a entièrement raison, Brahim. C'est pour moi, pour le moment, un insuccès. Vous savez pourquoi, M. Benchenouf? Pour la bonne et unique raison qu'il ne s'est pas doté des moyens politiques de sa réalisation. Si je peux me permettre, c'est juste ça pour compléter un peu ce que tu dis. C'est qu'avant 89, en tout cas en France, et c'était le cas en Russie en 1905, et c'est en 1917 que ça aboutit. Entre l'aboutissement d'une révolution, il se passe des rébellions. Par exemple, pour 1789, en 1775, il y a eu ce qu'on a appelé la guerre des farines. Parce qu'il y avait des pénuries de blé, comme ça se passe. Des perruques, de l'usage de la farine pour les perruques. Absolument, absolument. Il y avait la guerre des farines. Et la guerre des farines avait mobilisé la population, parce que Turgot impose des prix, comme on l'impose aujourd'hui. Et la population est sortie. Mais ça n'aboutit qu'en 89. Mais derrière, comme dirait quelqu'un, il y avait une pensée. Il y avait des intellectuels qui ont travaillé la question de la démocratie, la question des droits de l'homme, la question de la citoyenneté, la question de la République. Et c'est ce travail-là que les intellectuels algériens, et Dieu sait, il y en a, et il faut le faire. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose que peut-être il faudrait souligner par rapport à cette question de réussite ou pas, ou d'échec ou pas du Hirak. C'est déjà partir de la question est-ce que le Hirak est un mouvement déjà de l'élite? Est-ce que c'était une révolution de l'élite? De l'élite. Est-ce que c'est l'élite qui a été derrière le Hirak, qui a par la suite échoué à mener le Hirak ou pas? C'est-à-dire, est-ce que le Hirak était un résultat d'un travail préalable que l'élite avait entrepris ou pas? Ou est-ce que c'est un mouvement qui s'est déclenché en dehors des cercles des élites et que l'élite par la suite n'a pas réussi à accompagner? Tout à fait. Ça, c'est une question. Mais je pense, moi, sur cette question de l'échec ou pas, il me semble que... Avant d'en arriver à Karim, dans les questions que vous vous posez, est-ce que, comme l'affirment certains, le Hirak n'aurait pas été peut-être le fruit d'une manipulation
par des appareils du régime, comme cela s'est passé en 88, Oui. pour après, à la fin, se retourner contre eux, les dépasser, leur échapper. Est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité aussi? Justement, cette question me semble pour moi pas très pertinente parce que même si actuellement on n'a pas les moyens de le savoir, mais même si, quand bien même on saurait la réponse à cette question, une chose est sûre, 4 ans après le Hirak, c'est que ce mouvement a échappé au contrôle Absolument. de tout le monde. Oui. Et donc, il me semble qu'en ce qui concerne le Hirak, je pense que le Hirak a déjà mis au clair certaines choses concernant la société algérienne. Bien sûr, il y a l'enjeu de la citoyenneté, mais je pense que l'un des éléments majeurs que le Hirak a posé, c'est qu'en Algérie, le clivage n'est pas un clivage idéologique. En Algérie actuellement, Le clivage entre qui et qui? le clivage en politique, lorsqu'on parle de politique en Algérie, le clivage, ce qui clive les Algériens actuellement, Oui. ce ne sont pas les différences idéologiques, ce ne sont pas les différentes obédiences, les différents courants qui traversent la société, mais c'est plus le rapport au pouvoir. C'est-à-dire, c'est une crise d'un État post-colonial. C'est-à-dire qu'à partir de 1962, l'Algérie a eu son indépendance, mais l'histoire ne s'était pas prononcée encore sur la situation, sur le statut de l'Algérien. Et parce que le régime a capté la victoire tout Absolument, aussitôt. c'est ça. Et qu'il l'a donc, le canalisé clivage, à son seul voilà, profit. Voilà. Et donc là, le clivage qui se pose actuellement en Algérie, c'est qu'on se retrouve face à deux volontés qui sont fortes, qui ne sont pas des volontés idéologiques, mais qui sont une volonté des élites militaro-politiques qui sont en manœuvre depuis 1962, qui tiennent le pouvoir sans partage depuis 1962, face à une volonté populaire qui se cherche encore, qui a plus ou moins émergé à des moments dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Par exemple, je pense aux événements de 80, 82, je pense à 88, je pense à 2001. Mais le Hirak a constitué un moment de cristallisation de cette volonté sur tout le territoire national. C'est peut-être le seul moment où cette volonté s'est cristallisée. Absolument. Parce Et qu'on ne peut tout pas à fait. parler de volonté C'est si le elle seul- se cherche encore. Elle s'est cristallisée à l'échelle nationale. Hein. Et donc là, on se retrouve... Ce sont des aspirations sourdes sourdes, Non. qui ont pu s'exprimer à travers une expression populaire. Absolument. C'est le courant profond. C'est-à-dire, on a maintenant en Algérie les deux forces en présence. C'est-à-dire, on a les élites politico-militaires, plus on peut rajouter Autrement dit, le régime. le régime, et on a la seule force qui réellement peut faire face à cette élite, qui peut changer les données de l'équation, qui est la force de la rue. Et c'est là qu'on peut s'interroger sur le rôle, déjà sur l'existence d'une élite politique qui émane. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est en train d'exister? Est-ce que cette élite politique qui va porter et accompagner les aspirations du peuple, est-ce que plutôt elle ne serait pas le résultat du Hirak? C'est-à-dire c'est le Hirak qui va la l'engendrer, faire émerger. la faire émerger parce qu'il va la mettre face à ses responsabilités historiques. Mais pourquoi pour le moment, Karim, Ouais. elle n'existe pas. Si, On ne la voit pas. J'arrive. Elle ne se manifeste pas. J'arrive. Elle ne s'exprime pas. Elle existe, mais elle est minoritaire. Je m'explique. Le Hirak, il y a des intellectuels qui l'ont accompagné, mais ils sont très peu. Il y a des enseignants universitaires, d'ailleurs, ils sont harcelés en Algérie. Il y a des professeurs qui sont à l'étranger. Je pense par exemple à un savant, je pense par exemple à M. Mlikchi, par exemple, pour ne pas citer d'autres. Il y a des activistes qui sont en prison. Il y a des activistes qui sont en prison. Il y a aussi des politiques. Ou qui sont passés par la case prison. Voilà, il y a des politiques, il y a très peu d'écrivains, mais il y en a un peu. Ils sont peu nombreux par rapport à l'élite que le régime s'est créé. C'est-à-dire que l'un des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, à mon sens, lorsqu'on parle de l'élite, c'est qu'il faut clarifier de quelle élite parle-t-on. Est-ce qu'on parle d'une élite qui a été créée par le régime depuis 1962
et qui n'est là et qui n'a comme fonction historique objective que de servir le régime et de veiller à ce qu'il reste encore, hein, ou on parle d'une élite qui exprime que le Hirak pourrait Que sécréter. le Hirak pourrait. Ça veut dire Bien sûr, c'est un n'existe enjeu. pas. Oui, bah oui, parce que Qu'elle n'est pas. Ouais. Et dire, puis. Oui, ce que je voulais dire avec Karim, j'ai un désaccord. Oui. Quand il dit à propos des choses clivantes, c'est pas clivant. Si nous avons des dossiers extrêmement clivants, si nous partons du principe que le pouvoir, son état profond, ses clientèles, qui se résument à pas grand-chose, nous, dans la société algérienne, se posent des questions qui sont pendantes depuis des décennies et des décennies. L'égalité homme-femme, la place de la religion, la sécularisation dans la société. Le problème que nous a fomenté, et pour moi c'est une fumisterie, vraiment une fumisterie, l'ancien chef d'état-major, M. Gaïd Salah, Novembriya Badissia, c'est très clivant. L'opération Zéro Kabyle, c'est très clivant. Il y a beaucoup de choses dans la société. Emblème Amazir. Emblème Amazir. Juste, je termine, Karim, excuse-moi. Donc, il y a des choses clivantes. C'est pour ça que j'ai dit, avant d'aborder toutes ces questions Parce qu'on va laisser madame. qui renvoient peut-être à l'élite, etc., je te rejoins. Le problème, c'est comment définir le périmètre où l'ensemble des Algériens pourraient se rencontrer. C'est sur des valeurs de tolérance, des valeurs de démocratie, des valeurs d'égalité et de citoyenneté. Une fois qu'on a réuni toutes ces valeurs-là, encore une fois, avec le primat du droit, ça n'a de valeur que si... Ah non, mais c'est les élites politiques dont il parle, c'est les partis politiques, ceux qui sont censés construire à la fois les convergences et bâtir l'alternative. Ces clivages d'ordre politique, je ne les nie pas, ils existent. Mais ce que je dis, c'est qu'actuellement, en Algérie, justement, puisqu'on est dans une société pré-politique, on n'a pas encore... On est dans une société pré-politique. Ah oui, c'est une société pré-politique. Ah, il me semble que le problème algérien doit être étudié d'un point de vue anthropologique plus que politique en réalité. C'est-à-dire que les sociétés post-coloniales n'ont pas encore atteint le degré d'organisation pour arriver à des sociétés politiques où les clivages idéologiques, où les peuvent être projets traités politiques normalement. peuvent être traités normalement. Par la loi, par le droit, par peuvent tout être ça. discutés. Alors, je me permets de vous interrompre. Oui. J'aimerais justement oui, rebondir allez-y. sur ces points. Alors, j'abonde dans le sens d'y dire, à savoir enfin, ce que vous appelez la citoyenneté, moi, ce que j'appelle moi l'éducation à la paix. Ce que le Hirak a montré, l'éducation à la paix. C'est-à-dire que les Algériens, on est sortis de plusieurs années de violence, et là, avec le Hirak, on a découvert un peuple qui n'est pas le peuple, en tous les cas, qu'on a eu, toutes les images de violence qu'on a eues dans les années 90. Donc le peuple s'est éduqué à la paix, malgré le pouvoir, j'ai envie de dire, et en dépit de la répression du pouvoir. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que autant on était dans la violence d'une partie de la population dans les années 90, et autant là, avec le Hirak, on a vu la violence du côté du pouvoir uniquement. Et ça, c'est très important. C'est un acquis qui est primordial pour moi. Il y a la deuxième chose que j'ai envie peut-être de mettre un peu en exergue, c'est la dimension régionale. Alors le Hirak algérien, j'ai envie de dire, à la limite de le mettre au pluriel dans la région, aucun, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Syrie, on sait ce qui se passe en Syrie, en Libye, etc. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre du postcolonial, c'est-à-dire ces pays qui sortent qui sortent un petit peu de l'indépendance, mais aussi des indépendances parfois mal négociées, et puis des dictatures postcoloniales. Oui, voilà. On a ça, on partage et en commun avec le reste de la région. Donc c'est quelque chose qui n'est pas propre à l'Algérien. Et j'ai envie de dire aussi qu'on sous-estime aussi la violence du pouvoir et les moyens du pouvoir, parce que bon, pour ne rester qu'en Algérie, c'est un régime qui a les moyens de la répression. Hein, donc il peut sortir de la répression, de la subversion, de la manipulation, de l'intéressement, oui, etc. Donc il y a tout ça. De la corruption et c'est de masse. donner les moyens constitutionnels pour exercer cette répression. Oui, le VR, ça c'est un outil. J'ai une petite question sur... parce que ce Hirak a stupéfait les gens par l'intrusion massive et quasi inexpliquée
de la femme algérienne. Oui, je reviendrai sur le point des femmes, mais juste, j'ai envie d'aborder, donc, voilà, il y a la perspective régionale et la perspective internationale. Pour moi, qui suis angliciste, j'ai un petit peu suivi ce qui se passait à Wall Street. Qu'est-ce qui s'est passé à Wall Street? On a eu donc, tout ce mouvement-là qui s'est organisé autour de Wall Street, les 1%, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est des gens qui ne voulaient pas de tutelle ou d'élite politique. Donc, j'y arrive, hein, d'élite politique. Et Wall Street, donc le mouvement, à un moment donné, a disparu de Wall Street. Et des sociologues sont partis voir qu'est-ce que sont devenus les gens qui étaient à Wall Street. Ben, c'est des gens qui sont repartis dans leur campagne, dans le Wyoming, dans l'Ohio, etc. Ils sont partis dans leur ruralité pour beaucoup. Leur devoir d'origine. Devoir d'origine américain. Et en revanche, ils n'ont pas été dans l'encartement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas rejoint les partis politiques. Je prends cet exemple des États-Unis, qui a quand même une tradition politique, une tradition de partis, etc. Ces jeunes-là, en revanche, ont investi le cadre associatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi je donne cet exemple? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je pense que c'est un phénomène plus ou moins mondial, et on le constate également en France, les jeunes ne refusent d'entrer en politique avec le format traditionnel que nous, une certaine génération, on connaît, c'est-à-dire l'encartement, prendre la carte d'un parti, y adhérer, etc., et militer. Donc, on n'est plus sur ces formes-là du politique et de l'entrée en politique des jeunes. Je pense qu'il nous appartiendra à nous tous peut-être de repenser ces formes-là et de proposer des choses. Et en revanche... Oui. Permettez, oui. Je peux s'interrompre. Hein. Il me semble, je suis d'accord avec vous, mais il me semble, à mon avis déjà, qu'il faut faire attention à ne pas comparer l'incomparable. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, parce que justement, les sociétés occidentales, dans tous ces débats idéologiques qui sont soulevés, pour revenir sur le clivage, par exemple, sur les questions hommes-femmes, sur les questions gauche-droite, place de la religion, tout ça, il me semble qu'il ne faut pas, à mon avis, transposer les débats qui se font dans des sociétés politiques et politisées, avec une histoire politique, avec des institutions politiques, sur des sociétés post-coloniales, où l'espace public n'est pas encore apte à ce débat, parce qu'on n'a pas le cadre institutionnel, et encore moins légal, et encore moins, je dirais, dans la pratique et des esprits réglementaires, pour le faire. Et d'ailleurs, ça permet par la suite d'offrir un merveilleux levier pour le régime, pour sa contre-révolution, pour l'actionner à chaque fois. Juste en un mot, en fait, ce qu'on a en commun, je sais pertinemment que, voilà, je vous suis sur votre analyse, on compare l'incomparable, mais ce que je veux dire par là, que ce qu'il y a entre ces deux sociétés, c'est le discrédit du politique. Que l'on soit en Algérie ou que l'on soit aux États-Unis, on est dans le discrédit du politique. C'est-à-dire d'où la politique du dégagisme. Oui, du dégagisme. Oui, Et en Algérie, j'ai envie de dire que le discrédit... Voilà. On est au centre. Au centre. C'est-à-dire que la politique en tant qu'exercice noble, etc., ce n'est plus... Alors, je me permets de vous interrompre et je reviens à vous parce que j'ai vraiment envie que vous me répondiez sur cette histoire de femmes dans le Hirak. Si vous pouvez nous éclairer un peu. Mais sinon, Brahim Younsi, vous vouliez... Juste pour répondre à notre ami Karim. Nous sommes véritablement au centre du politique. Le politique ou le pré-politique, comme tu le dis, ne rentre pas à partir de 1962, à partir de la formation de l'État algérien. Nous étions déjà dans le politique depuis au moins 1926. Depuis au moins... Mais c'était un peu confiné aux élites. À des élites relatives. Ah non, il y avait les syndicats d'ici, M. Benchelouf. Il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Par exemple, quand on parle de la notion d'élite, on vise très souvent l'élite intellectuelle. Oui, mais le FLN a mis fin à tout ça. La manière avec laquelle nous avons combattu pour l'indépendance a mis en attente le politique à l'échelle historique. Et depuis, on n'a pas pu justement sortir les questions du pouvoir de la mainmise des militaires. Que je termine. Je termine. D'abord, même ça, on va en parler. Je vais en parler. Parce qu'on parle à partir de juillet 62, on ne parle pas à partir ne serait-ce que de mai-juin 62. Mais ce que je veux dire, c'est que l'élite, à ce moment-là, l'élite, ce n'est pas l'élite intellectuelle
qui a joué un rôle, alors qu'elle était au PPA. Il faut dire, il y avait des médecins, des pharmaciens, Même à l'UDMA. même, oui, bien sûr, mais quand je ne parle que du PPA, parce que c'est le PPA qui, qu'on le veuille ou Qui non, était le fer de lance, oui. qui lance Qui était la matrice, révolution. la matrice, oui. Voilà. Donc, il y avait aussi ceux qui lancent la révolution de 54. Ce n'étaient pas des intellectuels. Et une rupture générationnelle, oui, tout à Moi, fait. j'ai parlé d'intellectuels, d'une élite intellectuelle relative. Oui, Ça non, veut dire non, un c'est ce Boudiaf que à je veux l'époque, dire. un Karim Oui, Belkacem, oui. un Mostafa Bambolé. Ben voilà, C'était une c'est élite. là les élites. Oui. Les élites, à ce moment-là, c'était ceux qui déclenchent la révolution. Et la plupart de ceux, à l'exception d'un ou deux, notamment Hussein Ahmed qui avait le premier bachot, tous les autres, c'était des petits fonctionnaires, des enseignants, des petits commerçants. Même pas, c'était des commerçants, c'était des, comme tu dis, certains Oui, petits mais fonctionnaires. éminemment politisés. La bourgeoisie locale, de petite Oui, féodalité oui, locale. bien sûr, tout à fait, oui. bien sûr. C'est dire que les notions que nous avons aujourd'hui étaient différentes à l'époque. L'analyse diffère de ce que nous avons fait. Nous étions en plein déjà du politique pour lancer le 1er novembre. Oui, mais tout cela a été suspendu à partir de 62. Non, à partir de 62, Il ne faut pas oublier que Brahim Younsi... Non, je Et dis je vais donner 62. l'argument qui va- Non, qui va venir par non, la suite. je dis 62. Je dis 62. Mais les choses commencent à Tripoli. On passe l'étape de Tripoli. Oui. À Tripoli, il y a eu l'unanimité programme. sur le projet. Oui. Oui, mais c'est ce projet-là. Mais qui n'a pas abouti. Non. Le Mais- Congrès ne s'est pas reproduit. Non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y avait une équipe, disons, qui voulait absolument appliquer le programme de Tripoli. C'est ceux qui devaient le mettre en œuvre. Et comment il a été mis en œuvre et de quelle façon le pouvoir a été... problème du Oui, mais C'est ça. Brahim Younsi, on Mais- risque de Non, sortir un mais je peu veux du dire que sujet. quand on parle de- La mise au point était bonne, mais Idir, Oui, on oui. essaie de rester dans le sujet. Ce que je voulais dire, on parlait de violence. Tout à l'heure, Madame Ben Mamar a parlé de pacifisme, en fait. C'est la culture de la paix. C'est ça à peu près. Oui, l'éducation Faut à la pas- paix. oui, c'est juste pour donner quelques chiffres et abonder dans son sens. Vous saviez qu'avant le Hirak, il y avait en moyenne 13 à 14 000 émeutes an. Ah oui. On est bien d'accord. Mais il y en a disparate, presque plus. Oui, tout à fait. Non, elle ne se matérialisait pas, elle ne s'agrégeait pas pour en faire absolument. un gros mouvement de révolte. Et on est arrivé à cette histoire de pacifisme. Mais Alors la question que je pose là à maintenant... caractère généralement social, Oui. pas politique. Oui, D'accord. non, même politique, il y en a eu. La question que je me pose, moi, et je n'ai pas beaucoup de réponses, c'est comment se fait-il, au niveau de toi qui étais militant actif du Hirak important, la radicalité du discours et des slogans du Hirak ne se sont pas transformés dans la rue, dans une espèce de radicalité, dans ce que Brahim et puis moi ensuite avons appelé peut-être occuper les petits lieux de pouvoir, donc genre APN, genre chefferie du gouvernement, genre etc., etc. Et ça, cette question, elle mérite d'être posée. Pourquoi la radicalité je ne parle pas de Mouhabarat et Rabia, ça je mets ça de côté. La question, on la pose juste après que l'intervention de Karim et de Wardia sur... La radicalité s'est manifestée et elle est en train d'être transformée. Pourquoi tout à l'heure on a parlé des questions de la société pré-politique et politique? Pourquoi? Parce que justement ça nous ramène au Hirak. Parce que le Hirak justement est un mouvement avec un projet d'une société politique qui est basée sur la citoyenneté. Lorsqu'on regarde par exemple les partis historiques, les partis politiques, pourquoi ils sont boudés actuellement et complètement mis à l'écart par la rue, ils ont perdu toute leur crédibilité. En Algérie, ça n'est pas le politique qui a perdu sa crédibilité, mais ce sont les partis politiques. Pourquoi? Parce que quand on regarde, par exemple, les tendances idéologiques, oui. Donc, pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore atteint une société politique dans laquelle on arriverait à ce débat politique entre les différentes Mais idéologies, Karim, les comme différents vient de partis. le préciser et dire, moi j'entends bien ce que vous dites. Ouais. Pourquoi la société pré-politique avant le Hirak a commencé à entrer dans une stature, si je peux dire comme ça, Oui. dans un format Bien sûr. de société politique, Ouais. mais elle n'a pas. Alors, comme vient de poser la question, qu'est-ce qui a fait que ça ne se soit pas
cristallisé, mis en mouvement. mis en mouvement. Parce que- Est-ce que c'est parce que le régime, par la répression, la subversion, a cassé cette aspiration, cette avancée vers l'avant, ou est-ce que parce qu'il manquait quelque chose, ou est-ce que parce qu'il n'y avait pas de possibilité de concrétiser une véritable organisation du mouvement? Parce que tout simplement, il y a le facteur temps que les gens ne sont pas en train de prendre en compte. Le titre de l'émission, c'est quoi? 22 février 2019, 22 février 2023, 4 ans de Hirak. Est-ce que vous pensez que 4 années sont suffisantes pour passer d'une société post-coloniale, pré-politique, à une société politique? Le Hirak a posé un projet. C'est un projet d'un État de droit qui est transidéologique, qui est national, alors que lorsqu'on regarde... Mais il l'a posé de façon oui, un mais peu ça fait nébuleuse. le temps. Oui, mais bien sûr, mais c'est comme ça que se font les révolutions. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, l'un des enjeux majeurs des temps qui viennent actuellement, c'est l'émergence de cette élite qui va... Juste ça. Ouais, allez. Très souvent, et je crois que c'est ça notre erreur, c'est que nous regardons les institutions, l'État, souvent l'État. Mais la question est sociétale aujourd'hui. Elle n'est pas fixée sur l'État. Et qu'est-ce que veut la société, me semble-t-il? Elle veut passer d'une société de commandement, parce que le commandement, ce n'est pas seulement l'État. Passer d'une société de commandement à une société de liberté, à tous les niveaux de la société. Et voilà le projet, me semble-t-il. Si j'ai bien compris, d'un système autoritaire à une démocratie. Mais c'est pour ça qu'on parle de l'État aussi, parce que c'est l'État qui est le garant des libertés dans les sociétés politiques. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'il faut prendre en considération que, vu le manque de liberté, vu le manque de démocratie dans toutes les institutions, excusez-moi pour le mot, c'est un mot qui est passé dans l'usage courant, les institutions croupions, seule la rue avec le Hirak est devenue un espace de liberté démocratique. Ça, c'est un. C'est ça. Deuxièmement, donc là, on sort du commandement, même au niveau de la société. On sort du commandement. Et ce commandement n'est pas politique, c'est pour ça que je Non, parle il est d'anthropologie. politique. Parce que ce qui se passe au niveau de l'État se passe au niveau de la famille, se passe au niveau de la tribu, se passe au niveau du douane. La question a été posée sur la question des femmes. Oui. On va y revenir. Le Hirak a donné la plus belle place aux femmes depuis l'indépendance de l'Algérie. C'est très important. C'est le Hirak qui a donné l'espace d'expression pour les femmes. C'est ça la sortie aussi du commandement. Non, excuse-moi, c'est très important. Je vais juste, avant de laisser le domaine d'expertise de Madame Benmamar, le Hirak a posé la femme en tant que citoyen, non pas en tant que femme. Parce que venir en tant que femme, je rappelle que la catégorie femme n'est pas une catégorie politique pertinente. Elle n'est pas pertinente parce qu'il y a par exemple des femmes qui sont un genre, on va dire. Oui, qui sont dans le régime, par exemple. Il y a les femmes ministres. Absolument. Il y a des femmes riches, il y a des femmes pauvres. On ne peut pas parler des hommes comme catégorie. Pourquoi en politique, on ne pose pas la question homme comme catégorie? De même, on ne pose pas la question femme comme catégorie. Ce qui est valable, c'est le citoyen. On pose la question de femme comme catégorie de ce mouvement parce que jusque-là, elle a toujours été étouffée, marginalisée, mise à l'écart. Oui. Et donc, son arrivée... Mais tous les Algériens ont été étouffés, marginalisés. Le Hirak a donné, a posé la question de la citoyenneté. On va Idir, puis Wardia. Ce que je veux dire, Karim, et je suis encore en désaccord, mais ce n'est pas nouveau, on s'apprécie tellement, c'est que le combat des femmes, l'émancipation, c'est le fruit d'un combat. De combat des féministes, des femmes courageuses. Je peux en citer une vingtaine au moins que je connais et qui ont milité, qui militent contre le code de la famille, qui militent pour leur émancipation, qui militent pour vivre normalement, qui militent aussi pour l'égalité. Et moi, ce combat-là, on ne peut pas l'ignorer. Voilà. Non, je ne l'ignore pas, mais au contraire, je le valorise et je dis que le Hirak a posé la question du citoyen. Le Hirak a posé la question du citoyen. Wardia d'abord. Oui, alors moi j'ai... Pourquoi faut-il parler du combat des femmes et ne pas les présenter en tant que... voilà. Moi j'ai envie de dire, les femmes, c'est pas le Hirak. Les femmes, elles ont pris, elles sont partie prenante. Hein. C'est pas le Hirak qui leur a donné la place. Elles l'ont prise elles-mêmes pour une raison, à savoir que les femmes algériennes, elles ont compris qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose, en 65, elles sont sorties
elles ont manifesté. Qu'est-ce qu'on leur a répondu? Ah non, mais ça y est, on a eu l'indépendance, vous avez eu vos droits, donc il faut rentrer chez vous. Quelle occasion elles sont sorties en 65? En 65, si, à l'occasion du 8 mars. D'accord. Oui, elles Et sont ça, sorties. c'est une réponse qu'on a donnée à tous les Algériens. Oui, non, mais y compris les hommes. Mais il y a une chose qui caractérise quand même le statut des femmes, à savoir que quand on rentre dans les détails du code de la famille, on est quand même dans l'inégalité. Ça, je suis Oui, d'accord. alors on est dans tous les Algériens sont opprimés. Ouais. Mais les femmes encore davantage. Et les Pas femmes toutes les pauvres, femmes. pas toutes les femmes, bien sûr, les femmes d'une certaine classe sociale Voilà. s'en sortent mieux, tout comme les hommes d'une certaine classe sociale s'en sortent mieux. Mais les femmes pauvres, celles qui n'ont pas fait Bien sûr. d'études, peu éduquées, etc., Tout à fait. ont encore plus de problèmes. Oui, mais Et quand Oudéa, on a- comment cas des Algériens expliquez-vous aussi, Oui. comment expliquez-vous que dans cette situation quasiment, comment dire, calcifiée pendant des siècles, comment expliquez-vous que d'un seul coup, la femme algérienne soit sortie aussi massivement dans la rue, qu'elle ait clamé son aspiration à la liberté, non pas de la femme, Oui. mais dans l'avènement d'une république, dans la justice. Moi, par certains côtés, la société algérienne étant, les gouvernants algériens et le code de la famille est en retard par rapport au progrès qu'ont fait les femmes rapport à la algériennes. société Et féminine. par rapport, oui, à la société féminine. Moi, je suis assez vieille pour me rappeler d'une Leïla Aslaoui qui était ministre de la Justice. On est dans un pays où on peut avoir une ministre de la Justice, mais qui doit, quand elle doit se marier, avoir recours à un tuteur, etc. Bon, ça a été amendé par Et les Bouteflika. ministres hommes aussi, quand Oui. ils doivent prendre des décisions, doivent se recourir à un tuteur. Oui, mais là, on est dans on est dans le privé. Et le privé est politique, hein, comme le scandent les féministes. Le privé est politique. Quand on rentre dans les détails, parce que souvent, on ne comprend pas quand les femmes parlent du code de la famille. Moi, je vais donner des exemples du code de la famille. Vous avez un code de la famille qui permet le mariage des mineurs. C'est-à-dire qu'une fille de 16 ans peut se marier. Elle peut se marier si son tuteur lui permet et si, alors il y a quelque S'il chose l'anticipe. s'il anticipe, mais si, c'est-à-dire si le Oui, parti... oui, mais Oudéa, comme ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Non, je vais juste Et que le rentrer- temps est vraiment Oui, confiné. oui, je veux Donc, juste... je préfère qu'on reste un peu dans le oui, Hirak, mais la femme justement, dans le les Hirak, pas dans femmes, le code de la famille. je rentre dans ces... et pardon, donc on peut parler bien sûr de l'héritage, on peut parler du divorce, oui, oui. c'est des milliers de femmes qui ont recours à al-khala parce que c'est une manière de reconquérir sa liberté. Oui, oui. Parce que bon, le divorce est tel que... voilà. Mais il y a toutes ces questions-là. On peut rentrer dans le détail. Il y a le viol qui est... Moi, je compare Oui, mais par exemple Oudéa, excusez-moi, pardon. ce n'est vraiment pas le Oui, sujet. d'accord, ok. Parce que nous avons un sujet qui Oui, confiné mais à une heure de débat. D'accord. À la limite, qu'on survole en passant, je veux bien. Mais qu'on reste dans le sujet. Et le sujet, Oui. c'est de la femme dans le Hirak, c'est pas le code de la famille, Ok. ce n'est pas Mais vous l'oppression avez, de la et femme. pardonnez-moi, vous avez pris la parole sur la question des femmes un peu plus que voilà. Que, Non, que mais on aurait veut bien, dit. nous, on veut bien Mais bon, c'est pas passant. Moi, ce que je vais, voilà, moi ce que je veux Certainement juste, pas. ce que je veux juste dire, c'est que je donnais ces exemples pour dire pourquoi les femmes sont sorties. Elles sont sorties parce qu'il y a des discriminations qu'elles ont vécues à leur propre niveau, et c'est ce qui fait que les femmes sont sorties. Et aujourd'hui, Vous pensez, on peut. pardon, c'est Oui. très important ce que vous êtes Oui. en train de dire. Parce que moi, je ne pense vraiment pas ce que vous. Et comme qu'elles ont vous. un idéal. Ça veut dire que des femmes qui sont sorties dans le Hirak, elles sont plus sorties pour leurs problèmes personnels d'oppression, de soumission, que pour aller vers une république, que pour aller vers une démocratie. Moi, j'ai Non, il y l'impression a que c'est plutôt ça. Il y a Daouda, par exemple, qui n'a pas d'enfant, qui a été incarcérée. Elle n'a pas d'enfant, qui a été incarcérée. C'est parce qu'il y a un idéal aussi citoyen. Il y a un Oui. idéal citoyen, c'est Oui. une citoyenne algérienne Absolument. qui aspire à C'est plus par vivre. idéal citoyen voilà, il y a un idéal, que bien sûr. par et c'est revendication sexiste, Oui, j'allais mais dire. après, cela n'empêche Si je pas peux dire. cela n'empêche pas que les femmes posent leurs problématiques. Hein. La preuve, il y a eu les carrés des femmes à Alger lors des manifestations, parce que on a toujours répondu aux femmes que c'était pas le moment.
c'était pas le moment. Pendant la guerre, c'était pas le moment. Après l'indépendance, c'était pas le moment. C'est jamais le moment pour les Et femmes. maintenant, dans l'émission, c'est Et- pas encore le moment. Oui, j'ai bien l'impression. Non, mais voilà, c'est juste pour ça. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que encore une fois, quand on voit, par exemple, le taux d'éducation des femmes est très important, quand on voit les juristes femmes, et là, je rends hommage aux avocates du Hirak, aux avocats bien sûr, mais aux avocats du Hirak, c'est-à-dire qu'on voit des femmes qui sont sur des champs. C'est des militantes C'est aussi, des hein. militantes, bien sûr. C'est Les des militantes. universitaires femmes sont beaucoup plus nombreuses que les universitaires hommes. Je veux dire, les citoyennes diplômées Merci de d'études remettre une- supérieures Ouais. sont plus nombreuses Ouais. que les diplômés d'études supérieures Merci hommes. d'ouvrir encore une autre porte Après, pour les femmes. c'est l'investissement de l'espace public le vendredi qui, pour l'avoir vécu à Alger, le vendredi, c'est jour de prière, c'est masculin, etc. Et les femmes sont sorties et ont investi l'espace public. C'est aussi une façon de dire que cet espace, il leur appartient également. Qui leur appartient, oui, comme tout l'espace comme tout l'espace de la nation. Et je finis là-dessus. Aujourd'hui, c'est-à-dire que pour tout le monde, on est dans ce qu'on appelle l'indivisibilité des droits, et que citoyens, femmes, C'est pour ça etc. qu'il vaut mieux parler en l'égalité termes de parler de de citoyenneté. citoyenneté. C'est pour ça que Voilà. on préfère J'ai ce parler mot. en termes de Ce débat citoyenneté. me rappelle des, comment dirais-je, des recommandations par exemple de Jacques Berck, qui nous demandait de changer de vertu. Je crois que c'est le sujet. Et Fanon, qui nous demandait de ne pas devenir les singes de l'Europe. De ne pas mimer, ne pas être dans le mimétisme ça veut dire- identitaire. Ça veut dire ce que ça veut dire. L'un nous demandait de changer de vertu, Berck. Ça veut dire qu'il Et demandait à la Fanon- société en tant que société. Ben, bien sûr, Son vertu, ça évidemment. devrait s'accuter. Excusez-moi, monsieur Bensonou. Dans l'expression de Brahim, là tout de suite, il a posé toutes les questions que j'ai posées Oui, pour la absolument. société algérienne. Absolument. Avec moi, ça ne passe pas. Absolument. Et le Hirak, il a posé le projet de Absolument. l'Algérie algérienne, qui n'est ni orientale ni occidentale. Et c'est tout le défi que, par exemple, c'est ce qui diffère, par exemple, le Hirak algérien des printemps arabes, pour ne pas aller dans ce sujet. Il me Kenny, semble moi qu'on j'ai doit- envie de poser une question parce qu'il ne reste plus de temps, qui est très importante, qui est cruciale. Ouais. Nous allons commencer par vous. Le Hirak, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir dans la même forme? Est-ce qu'il va revenir sous une autre forme, plus organisée, plus structurée? Est-ce qu'il pourrait revenir j'allais dire, à la faveur d'une dégradation économique de façon un temps soit peu violente? Est-ce que ce sera plus des revendications sociales que les revendications politiques du Hirak? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ou est-ce que ça va rester le stand-by de ce régime qui a réussi à étouffer ce Hirak, selon ce que pensent certains, et qui, par la répression quasi quotidienne, maintient la terreur sur toute la population, la dissuasion, et aussi, il faut le dire, cette façon qu'il a eue de rallier à lui une certaine catégorie de la population, y compris parmi les plus défavorisés. Il me semble. J'ai l'impression que le pouvoir. Il vous a arraché la parole d'autorité. Ouais, Mais je vais la reprendre. Si sa question lui était posée, je. Non, allez-y. Allez-y, après, Vas-y, Karim, vas-y. Merci d'Abrahim. Il me semble que se demander est-ce que le Hirak va revenir ou pas, en réalité, ça sera, à mon avis, déjà une question de temps, vu l'état actuel des choses. Mais se demander est-ce que c'est le Hirak qui reviendra ou autre chose qui n'aura pas les mêmes caractéristiques du Hirak, qui pourrait être, par exemple, beaucoup plus violent. Oui. En tout cas, lorsqu'on voit l'état actuel des choses en Algérie, il est clair que lorsqu'on part du principe d'un minimum, d'un SMIC de raison, tel que nous sommes actuellement, l'Algérie va vers le chaos. Voilà. Elle va vers le chaos. Ce pourquoi, actuellement, il me semble qu'en tant que militant du Hirak, activiste du Hirak, personnes qui ont l'accès à la parole publique,
Il me semble qu'au lieu de se demander est-ce que le Hirak va revenir ou pas, on doit faire des choses dès maintenant pour que déjà la volonté populaire se manifeste encore une fois par un mouvement qui est le Hirak ou quelque chose de similaire au Hirak pour éviter la violence. Et donc, il faut partir sur un travail vraiment de politique, de structuration. Mais qui va partir? Qui doit faire ce que vous êtes sont en train l'ensemble des acteurs, de préconiser? des acteurs publics. Moi, vous, les partis, Oui, mais il n'y a responsables. pas de cohésion, il n'y a faut- pas de il faut créer vision cette cohésion, unique, justement. il n'y a pas C'est d'organisation. ça. C'est le moment, puisque la rue est en reflux, le mouvement est en reflux, c'est le moment maintenant. Ça fait partie du Hirak. Le Hirak n'est pas que les marches. Nous, à un certain moment, on a eu la volonté populaire. On l'a accompagnée. On l'a laissé traverser par nous. On l'a accompagné, on l'a vu. Maintenant, si vous voulez, la rue ne peut faire que manifester. Mais les gens qui se sentent la capacité, voire le devoir et la responsabilité historique au nom de la patrie, de faire quelque chose à cette Algérie, c'est déjà justement d'essayer de se structurer, de poser un projet à destination à la fois des deux forces en présence en Algérie, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté populaire et ceux qui tiennent le pouvoir, c'est-à-dire les cercles militaro-politiques, de dire voilà, nous en tant qu'issus du Hirak, si vous voulez, en tant que hirakistes, on propose un projet de société, un projet politique, que la rue peut adopter si elle veut pas, rien n'est pertinent. On va poser les grandes lignes d'une Algérie politique, justement de cette société, de cet état de droit, on pose les grandes lignes, et en même temps, donc ça sera adressé au peuple, mais aussi il sera adressé à ceux qui tiennent la décision, en partant du principe que, et je l'espère, que ceux qui tiennent actuellement le pouvoir en Algérie ne sont pas tous en manque de raison, et qu'il y en a parmi eux des patriotes, et qui au nom de la patrie, en voyant le chaos vers lequel se dirige l'Algérie, préfèrent aller une vers un transition compromis, démocratique. vers Une solution à moindre coût. à moindre coût, un compromis historique sur lesquels on parlera sur les manières, sur la technique, sur tous les procédés qui vont être mis, mais en tout cas un compromis historique pour la sauvegarde de la patrie, pour la sauvegarde de l'Algérie. J'ai comme l'impression que y a un choc de l'utopie et du réel. Je crois dire comment les choses peuvent se produire. Il y a beaucoup d'utopie, mais il y a un réel. Et les deux viennent s'entrechoquer. Et alors que le pouvoir nous dit de façon à mon avis claire, je cite Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui disait, comment, JJSS, lui parlait bien sûr de l'arme nucléaire et de la nucléarisation du monde et singulièrement de la France, pour dire quand pourra-t-on, pour sauver la France, la détruire. C'est le message que le pouvoir est en train de nous donner. C'est-à-dire que... C'est moi ou le chaos. Oui, mais justement cela. Oui, Pour mais sauver quand par exemple Karim préconise d'aller vers ceci, d'aller vers cela. Je crois que... Qui va faire Karim est en train de parler, moi je l'écoutais avec attention. C'est comme s'il y avait une entité en présence sur le terrain, organisée déjà. Et là, c'est une vision. Or, Et comme moi, vous dites, moi, j'avais le réel parlé, et le... Je vais juste... Au tout début du Hirak, sincèrement, je pensais, je pense que ça commençait à se faire. Oui. Que quelqu'un, Grigory Batson, parlait de l'autopoïèse. Et l'autopoïèse, c'est l'autocréation de l'organisation. On s'organise en marchant. En marchant, si tu veux. C'est cette autopoïèse, si, je ne dis pas le Covid, si on n'avait pas appelé, à cause du Covid, à l'arrêt. C'est vrai que même les hirakistes avaient appelé à cesser le Hirak. C'est vrai. Alors que nous savions qu'il y avait une propagande, il faut dire. Oui. Nous avons été bombardés par la propagande médicale. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai. Et on a empêché que ce qu'on appelle le Hirak, que la révolution qui était en marche,
Alors que le virus s'auto-organise. qui tue le pays est autrement Ça, plus... à mon avis, plus qu'il y a une bonne part d'utopie, il faut faire attention à cela, et beaucoup de réalité. Dans tout ce qui vient d'être dit, j'ai encore des désaccords, à la fois avec Karim, pour ces histoires de partis qui auraient pu être disqualifiés. Et c'est vrai que moi, au départ, rappelez-vous, je disais un compromis historique entre le Hirak, le commandement militaire, et il fallait qu'il y ait une espèce de compromis historique. Le Hirak sécréterait ses élites, après se poserait un problème d'outils, comment faire pour, si vous voulez, construire les rapports de force, etc., même à l'international. C'est-à-dire qu'il faut être sérieux, parce qu'il y a des choses qui relèvent de l'infrapolitique qu'on ne peut pas dire sur un plateau de Une télé. dynamique transitionnelle. Et après, voilà. Oui. Et après, quelle va être la méthode? Oui. Moi, je suis revenu de tout ça. Je suis intimement convaincu aujourd'hui que, franchement, que le rapport de force ne doit pas être dans la violence, attention, mais doit être dans une espèce de radicalité. Parce que si le pouvoir n'a peur que d'une seule chose, il a peur de l'émeute. Un, il sera obligé de tirer. Deux, n'oubliez pas une chose, la démocratie contrôlée qu'on a eue en 88 est une démocratie qui a été contrôlée, on a payé le prix de ce qui a été mal pensé. Eh oui. D'accord. Ah oui. Tout à fait, c'est la fausse On voit transition. aujourd'hui les partis, on voit aujourd'hui la toutes les presse. transitions, le CNT. Oui. Pour refaire le bis CNT, ce n'est pas possible. Et moi, je dis... Mais qu'aucune- qu'est-ce que vous pardon. voulez qu'on aille vers la violence? Non, je ne veux pas qu'on aille vers la violence. Non, pour que vous expliquiez. Oui, pas- tout à fait. qu'il n'y Je ait pas- dis, je vais aller plus loin, je dis qu'aucune institution ne pourrait être le réceptacle des violences à venir, si tant est qu'il y ait de la violence. Pourquoi? D'un Parce côté que- comme oui, de l'autre. Oui. Pourquoi? Parce que la société n'arrive plus à respirer, n'arrive plus à échanger. C'est ce qu'on dit, ça va vers le chaos, c'est clair. Ça va vers le changer. Par contre, ce qu'il faut, comment peut-on analyser le retour de ce que j'ai appelé moi les Tufir Boys? C'est la doctrine de 92 qui est revenue. Voilà ce que ça veut dire. Et rappelez-vous de ce que disaient certains hauts gradés de l'armée. On s'en fiche, même si on doit payer 2 millions, 3 millions, 4 Absolument. Ça, c'est important. C'est des messages, ça. Oui, C'est oui, pas, oui. c'est pas naïf. Il y a d'autres généraux qui peuvent s'occuper de la DDSE. D'ailleurs, on a battu le rappel de généraux parmi Tout les à plus fait. sanguinaires. Ce qu'il faut dire aussi, c'est quand on reparamètre le pouvoir avec le 87 bis, moi j'ai été un radoteur de la 87 bis, je l'ai dit 100 fois, 1000 fois. c'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi. Mais le changement de régime, c'est-à-dire passer d'un régime hyper présidentiel à dire non, on va passer à un régime semi-présidentiel ou parlementaire, vous êtes terroriste. C'est toutes ces questions. Et puis ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que je suis au regret de dire que pour l'opposition, que je respecte beaucoup, indépendamment de ça, il y a quelque chose qui me revient là maintenant. Le pouvoir, quand vous dites que les partis sont disqualifiés, le pouvoir a tout fait pour éclater le pad. Comment? Instruction sur le président du RCD, vérification fiscale des comptes du RCD, Zoubida Assoul avec son parti de l'UCP, le MDS de Fethi Res et de M. Tegia et de leur direction, le PST, ils ont tout fait. Tout fait pour discréditer les familles politiques. Je ne parle pas des... Et ça, c'est un. Et de deux, quelle a été l'émanation de la société civile, à part quelques personnalités que je dirais médiatiques? Quel travail ont-ils produit? Comment ont-ils pu faire corps et devenir, quelque part, des ailerons qui rentrent dans un mouvement pour dynamiser le Hirak? Toutes ces questions sont éminemment politiques, M. Benchir. Alors, Juste ça, Très vite, parce sur la que- question du compromis historique. Il faut savoir, je suis sûr que tu le sais, le compromis historique, c'est les concessions faites par un seul parti, le Parti communiste, le PCI, à la démocratie chrétienne. C'est seulement les concessions faites par le Parti communiste. C'est ce qu'on appelle le compromis historique. La démocratie chrétienne n'avait pas du tout fait de compromis au Parti communiste. Parce que le Parti communiste italien était quand même, quand le Parti communiste à l'époque en France, et il était très haut. en Algérie, nous dans avons les eu années le 60, soutien 60. critique. En Algérie, nous avons eu le soutien critique. C'est les communistes qui ont fait le CNR, le Conseil national de la résistance. En France, avec le Parti communiste français, qui était à 25-26%. Avec Georges Marchais, déjà, je ne parle pas de Torres. Et il ne pouvait Je reviens pas. vers toi. Et François Mitterrand a fait, malgré les injonctions Il a des siphonné. États-Unis, quatre ministres communistes. Alors, Le ministre des Wardiya Transports. Ben Mamar,
sur ce... Oui, moi j'ai cet j'ai aspect juste des envie choses. de dire que l'histoire, que ce soit l'histoire algérienne ou même l'histoire mondiale tout court, a montré que la terreur ne saurait être un programme politique à plus ou moins long terme. Il y a toujours un moment où les peuples mettent fin à la terreur d'une manière ou d'une autre. Hein. Je rappelle qu'en 1945, quand il y a eu quand un militaire français a eu comment dire, à mettre fin aux manifestations à Kharrata, Satif, etc., à Guelma, il a répondu aux politiques. Il leur a dit, bon, je vous ai ramené la paix pendant 10 ans, dans 10 ans, il faudra trouver autre chose. Et 10 ans c'est après, tombé juste. voilà. Et 10 ans après, on a vu que Je connais cette anecdote. voilà. Je pense qu'on est là. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, la terreur ne peut pas être un programme politique. Moi, j'ai envie de réhabiliter un peu le populaire dans cette table ronde, de rétablir le populaire et à travers les chants du stade et les gens qui vont au stade. À un moment, tous les chants d'ailleurs du Hirak, ce sont les chants du stade. Donc le génie populaire est là. Le génie populaire est là, et je ne sais pas ce qui va ressortir des stades aussi. Hein. Je crois qu'il faut aussi regarder de ce côté-là, des côtés du stade, et écouter cette jeunesse. Et comment elle va perturber Et l'échiquier peut-être qu'à politique. l'occasion du deuxième mandat de Tebboune, que ça risque de Monsieur provoquer... Benchimol, juste un petit mot. Après, Alors, je finis là-dessus. oui. Je finis là-dessus. Moi, j'ai discuté, ici, donc à République, j'ai discuté avec des gens qui étaient venus d'Algérie, qui m'expliquaient que c'était très difficile parce qu'il y avait un travail de sape qui était fait sur les figures emblématiques pendant le Hirak. À chaque fois que quelqu'un émergeait, donc on lui sortait un dossier de ceci, de cela. Ça participait, mais je pense qu'effectivement, la pandémie explique un certain nombre de choses, mais il ne faut pas sous-estimer non plus le pouvoir et le travail de sape. Alors, 30 juste- secondes juste- chacun. juste. Allons-y. Ce qu'a dit Madame Ben Mamar. 30 secondes, Ce qu'a dit chaque Madame Ben Mamar, il faut écouter les stades. Oui. Vous savez, il y a plus de 5 ans, on avait fait une émission avec M. Benchenouf. On parlait des stades. Oui. Et moi, j'étais arrivé à la conclusion suivante, c'est quand il y a autant de slogans politiques dans le stade, c'est que la société est bloquée et qu'il n'y a pas d'espace de liberté et de dialogue. Et que c'est le dernier recours. J'ai vraiment une remarque sur ce qu'a dit Deïder, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée des désaccords. Ok. Donc, Deïder très vite, Karim, n'est pas très d'accord vite. sur le fait que les partis politiques sont disqualifiés et qu'il dit que c'est le régime qui les a disqualifiés, surtout ceux du PAD. Oui. Je suis désolé, et c'est là qu'il faut comprendre la véritable nature du Hirak. Le Hirak n'a pas mis en avant des figures liées à des partis politiques, mis à part Mohsen Ben Abbas et à un certain moment maintenant Fethi Gharres, parce que justement l'ensemble des partis du PAD, pour la plupart en tout cas, maintenant se retrouvent dans des situations où ces mouvements-là sont dissous, parce qu'à un certain moment ils se sont discrédités par rapport à leur position lorsqu'il s'agissait par exemple d'incriminer un mouvement comme Rached. La dissolution du fils dans l'histoire. Tout ça, ce sont des suites. Les Algériens voient ces partis-là, excusez-moi, ça n'est pas avec Louis Hannoun que nous allons opérer un changement en Algérie. Donc si c'est des mouvements qui sont portés par des partis pareils, par des personnalités pareilles, qui sont honnis par la rue algérienne pour leur position et pour leur histoire politique qu'ils doivent assumer. On ne peut pas faire. Le Hirak a porté en avant des personnalités comme Karim Tabou. Pourquoi il a porté Tabou au Pinacle à un certain moment? Pourquoi à un certain moment il a mis en avant des personnalités comme Boumela? Pourquoi des personnalités comme Ahmed Ben Mohamed et d'autres et même ici dans la diaspora, il a mis en avant des personnalités qui n'étaient pas encartées, qui n'étaient pas liées à des mouvements politiques constitués avec l'histoire qui Très traîne en intéressant, Algérie. mais je me permets Donc, de vous interrompre, toutes ces questions-là, il faut Karim. qu'on en parle des idées. Il ne suffit 30 pas de dire secondes. que le PAD a posé des propositions pour Brahim aussi, 30 secondes. Disqualifier le PAD. Même moi. les partis politiques se sont disqualifiés. on a- en Vous êtes Algérie. d'accord tous les deux, toutes les manières, On, sur ça. on a fini. Moi, je suis en Allons-y. désaccord. Je pense que c'est... Je ne vais pas revenir. Donc, Très il a bien. dit. Il Mais faut moi, revenir ce le que je lundi crains Jamaldine. dans la phase- Le dernier point que si vous me Non, donnez 10 non, non, secondes, vous il faut laissez que Jamaldine Ibrahim parler. revienne. Je crains, et malheureusement, que ce soit du côté du pouvoir, et beaucoup plus du côté du pouvoir, que du côté de ce qu'on pourrait appeler globalement l'opposition, que l'Algérie devienne une terre d'hallucination, comme dirait Lamartine.
Je crois qu'il y a des hallucinations quelque part. Il faut absolument revenir au réel. Et il y a un réel. Et ce réel, le peuple est en train de le produire. Merci Ibrahim Pour revenir à Younsi, merci Wardia Ben Mamar, merci Dirou Nouren, merci Karim Naïtou Sniman. C'est un plaisir de vous avoir revu. Merci Dir, tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Et merci surtout à vous, chers amis. Je serai encore avec vous demain pour la couverture de demain. Et puis, je retournerai à ma petite retraite tranquille, pépère. Je vous laisserai tranquille. Qala khair.